On est là pour parler cuisine, épisode numéro 4. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour Guy. Bonjour Marc, bonjour aux auditeurs. Merci de nous retrouver sur notre podcast. On a été un petit peu absent ces derniers temps parce que moi j'ai été pris par mon travail et puis il y a eu la fin de l'année. Guy, tu es toujours dans l'enseignement, que la fin de l'année a été... Ça s'est bien passé? Oh, ben on va dire que ça s'est bien passé, hein. Comme chaque année, il y a quelques petits couacs, tout le monde ne réussit pas en fin d'année, mais bon, c'est un petit peu normal. Et puis maintenant, ce sont les vacances, donc je suis allé me ressourcer un petit peu dans les Alpes, en Autriche, et je suis revenu presque en pleine forme pour pouvoir continuer nos petites émissions. Tu as bien mangé au moins? J'ai bien mangé, j'ai bien mangé. La cuisine germanique n'est pas pour me déplaire, même s'il faut reconnaître qu'elle est un petit peu différente de la cuisine française à laquelle nous sommes habitués. Donc on est quand même content de rentrer malgré tout, mais les petits déjeuners ne sont pas mal, hein. En Allemagne et en Autriche, c'est quand même connu, hein. Et puis en plus, ils font du bon vin là-bas. Ah, j'ai bu du très bon vin d'ailleurs, j'étais étonné. Je connaissais déjà le vin autrichien, mais j'ai bu un jour un vin autrichien, un vin rouge en bouteille, qui était extraordinaire. C'était un Cabernet Sauvignon avec un petit peu de Merlot. Et il avait vraiment rien à envier au vin français ou à d'autres vins plus réputés, du moins selon les standards habituels, hein. Il était vraiment très bon. Mais en tout cas, pendant tes vacances, je vois que la bonne nouvelle, c'est que on a de plus en plus d'auditeurs. Le monde entier commence à découvrir notre podcast. Je dis merci à tous ceux qui ont profité des vacances pour commencer à nous écouter. Je vois qu'il y a pas mal de gens en France, il y a des gens en Belgique, au Royaume-Uni, mais aussi des gens qui nous écoutent depuis l'Algérie, le Maroc, les États-Unis, Nouvelle-Calédonie, Suisse, Tunisie, Canada, Allemagne. Je vois tous des téléchargements de notre podcast qui sont faits à partir de ces pays-là. Donc, merci à tous. Tant d'engouement pour notre podcast, ça veut dire qu'au moins on apporte quelque chose. N'oubliez surtout pas, si vous voulez interagir avec nous, vous avez une question, vous envoyez votre question à question@parlercuisine.com. Vous pouvez aussi donner un commentaire ou partager notre podcast via notre page Facebook. Vous cherchez dans Facebook Parler Cuisine, vous tomberez sur notre page, vous allez liker, vous allez écrire un petit encouragement ou alors une petite suggestion, une question. Vous pouvez retrouver notre podcast sur iTunes, qui est la plus grande bibliothèque de podcasts au monde. Alors si vous voulez vraiment nous faire un encouragement, c'est d'aller mettre une note, une appréciation. Donc téléchargez iTunes sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas encore fait. Vous vous connectez avec votre compte de membre et puis c'est gratuit. Et puis vous allez chercher Parler Cuisine, tout simplement. Et vous allez mettre une note. On a besoin de ça pour monter dans les votes et puis surtout pour trouver le courage. Je vois qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça fait plaisir, mais si je pouvais en plus avoir des gens qui nous encouragent derrière, ça ferait encore plus plaisir. Et puis n'hésitez pas à en parler à vos amis autour de vous si ça vous intéresse. Alors, on va commencer en douceur. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la vanille, parce que la vanille c'est quand même un produit qu'on utilise très couramment en cuisine, mais surtout en pâtisserie, un petit peu moins en cuisine salée, éventuellement avec le poisson, mais en dessert c'est quasiment incontournable. Et je vais vous donner ultérieurement une recette à base de vanille, du moins dont la vanille est l'élément aromatique principal. Alors, la vanille, finalement, on ne connaît pas toujours très bien ce que c'est, mais la vanille, c'est une épice. Alors, une épice a une définition en français relativement simple. C'est une substance aromatique d'origine végétale, mais qui, en principe, est toujours d'origine tropicale, ou en tout cas extérieure à l'Europe occidentale. Donc, on ne considérera pas comme épice, par exemple, le persil, le thym, le laurier, la ciboulette, ni l'oignon, ni l'ail. Mais par contre, évidemment, le poivre, la cannelle, la noix de muscade, ce sont des épices puisque ce sont des substances aromatiques végétales qui viennent de pays exotiques. Alors évidemment, maintenant, les choses ont un petit peu changé puisque le safran, qui est considéré également comme une épice et qui est extrait donc d'une fleur, comme je crois que chacun le sait, maintenant se cultive également en France, en Belgique. Donc la notion d'épice a un petit peu évolué, mais la vanille, évidemment, est toujours réellement une épice. Parce que c'est venu par la route des épices. Alors, ce n'est pas vraiment venu par la route des épices au sens habituel du terme, parce que la route des épices, on considère que c'est une route qui vient de l'Extrême-Orient, donc des îles de l'océan Indien, d'Indonésie généralement,
et que ce sont les Portugais qui ramenaient ces épices par l'intermédiaire de la Méditerranée, ou bien éventuellement, parce que le canal de Suez n'existait pas, par le cap de Bonne-Espérance. Hein. Ça, c'était la route des épices. Par contre, la vanille, elle ne vient pas d'Extrême-Orient, elle vient du Nouveau Monde, elle vient des Amériques, et ce sont les Espagnols qui, lorsqu'ils ont conquis l'Amérique, à la fin du XVe siècle, et qu'ils sont allés au Mexique, se sont rendus compte que la vanille était utilisée à la cour de l'empereur et pour les dignitaires. Alors, nous autres, maintenant, nous faisons toutes sortes de choses délicieuses avec de la vanille, et puis à l'époque, on en faisait un breuvage qui était destiné à la cour impériale, aux dignitaires, et qui était constitué donc de cacao, d'eau et de vanille séchée et moulue. Maintenant, on imagine bien que sans lait, sans sucre ou sans miel, ce précurseur du chocolat chaud ne devait pas être extrêmement agréable, et pourtant il était très en vogue à l'époque à la cour impériale ou lors de sacrifices rituels. Maintenant, les vanillés, qui sont donc les plantes qui donnent la vanille, n'étaient pas elles-mêmes cultivées au Mexique. Elles venaient d'un petit peu plus loin, du Honduras, du Belize, qui sont des régions de l'Amérique centrale un petit peu éloignées du Mexique. Mais les Aztèques en faisaient commerce et ils importaient les gousses de vanille donc à des peuplades qui elles-mêmes les cultivaient. Alors, qu'est-ce que c'est que la vanille? Bien, la vanille, c'est une orchidée, c'est donc une fleur. Et cette fleur, après pollinisation, va donner un fruit sous forme d'une gousse. Alors bon, on peut dire qu'on emploie en français le mot gousse, même si d'un point de vue botanique, ce n'est pas exactement une gousse, mais on va garder ce terme-là, qui se présente sous forme, je dirais, d'une gaine de 12 à 20, 25 centimètres de long, généralement noir ou brun marron très foncé, avec à l'intérieur d'une couche, disons, ligneuse, hein, donc faite de filaments, il y a toute une série de petites graines, des milliers de petites graines par gousse, et ce sont ces petites graines qui vont, je dirais, généralement donner le goût typique de la vanille. Alors, le goût typique de la vanille, il est extrêmement complexe. On a isolé le principe général qui est la vanilline, dont vous avez déjà certainement entendu parler, mais la vanilline en elle-même ne représente que 70% de l'arôme total de la vanille. Il y a toute une série d'autres arômes secondaires qui viennent compléter la vanilline et qui lui donnent toute sa complexité. Quand est-ce que la vanille est apparue dans la cuisine française ou dans la pâtisserie? Alors, la vanille, elle a d'abord été introduite en Europe pendant le règne de la reine Élisabeth d'Angleterre. Et au départ, on considérait la vanille un petit peu comme un remède. Et c'était d'ailleurs les pharmaciens qui se chargeaient quelquefois du commerce des épices, parce que les épices étaient également considérées un petit peu comme des médicaments. Et puis, elle va avoir un très 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 grand succès déjà sous le roi Louis XIV, où on va utiliser la vanille pour aromatiser les premiers chocolats. Quand je dis chocolat, je parle de la boisson, hein, la boisson Oui. réalisée à base de lait et de poudre de cacao, évidemment. Hein. Donc, on va dire que c'est à ce moment-là que la vanille va commencer vraiment chez nous à être connue et à être demandée. Mais à l'origine, on considérait que c'était un peu un médicament. Hein. Donc, on utilisait la vanille pour se soigner de toute une série de choses, hein, un petit peu comme on le fait pour toute une série de plantes encore chez nous. On utilise certaines plantes en infusion pour les maux de tête, les maux de ventre, etc. Donc, on a essayé d'utiliser la vanille de la même manière pour voir à quoi elle pouvait servir. Et c'est évidemment après avec le développement de la pâtisserie moderne, à partir, on va dire en gros, du 19e siècle, que la demande en vanille a évidemment fortement explosé. Hein. Oui, finalement, la vanille, elle a des vertus médicinales. Ah, la vanille, bon, elle a peut-être des vertus médicinales, mais les Aztèques, en tout cas, lui prêtaient des vertus médicinales, certainement, mais en tant que telle, elle n'en a pas. Hein, on ne peut pas dire que la vanille peut servir à soigner, je dirais, des angoisses ou des maladies de cœur ou des choses pareilles. On ne peut pas le dire, évidemment. Son rôle, c'est bien sûr d'être un aromatisant de toutes nos douceurs, mais ce n'est plus, je dirais, utilisé comme médication. Hein. Ouais, en crème glacée, je trouve qu'elle a un excellent effet antidépresseur. Ah ben voilà, par exemple, ça c'est une bonne idée, mais il faut savoir que malheureusement, dans beaucoup de cas, on utilise donc l'arôme synthétique de la vanille qui est la vanilline. Par contre, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est un petit peu comment on arrive à partir de cette fleur du vanillé Oui. à avoir la vanille, parce que il faut pas croire que il suffit de regarder la plante pousser puis que ça vient tout seul. Hein.
C'est pas du tout le cas. Donc au départ, on a une orchidée qui est également une liane, hein, puisque c'est une plante qui, si on la laisse faire dans la nature, va s'accrocher aux branches des arbres. Elle pousse dans les sous-bois des forêts tropicales humides. Elle va s'accrocher à un support et elle va monter éventuellement parfois très haut, jusqu'à une dizaine de mètres. Et on pense actuellement que toutes les plantes de vanille, qu'on appelle également donc des vanillés, ont été domestiquées par l'homme. Il y aurait très peu à l'état naturel, à l'état sauvage, de plants qui n'auraient jamais été domestiqués, donc de plants réellement sauvages. Et on sait le voir tout simplement maintenant grâce au génie génétique, hein, où on peut tracer comme ça des générations d'animaux et de plantes, et on se rend compte que quasiment toutes les plantes que l'on trouve, même en forêt actuellement, ont un jour été cultivées par l'homme, par des peuplades, à une époque ou à une autre. Et ça se présente sous forme de fleurs blanches qui doivent être pollinisées. Alors pendant très longtemps, on a cru qu'une petite abeille sanda qu'on appelle la mélipone, était responsable de la pollinisation. Et puis on a étudié la chose d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'apparemment ce ne serait pas vraiment son cas, son rôle, et que d'autres mouches, mais peu importe, d'autres mouches se chargent de polliniser les fleurs de vanille. Alors c'était un gros problème parce que lorsqu'on a essayé d'acclimater la vanille dans d'autres régions que dans ces régions d'origine, donc d'Amérique centrale, on l'a transplantée entre autres à la Réunion, à l'île Bourbon, hein, qui appartenait à la France à ce moment-là. Et la vanille ne produisait pas de gousse de vanille, elle restait en fleurs, et puis les fleurs qui sont extrêmement fragiles se desséchaient, finissaient par mourir, et on n'avait pas donc de gousse de vanille. Et Cocorico, je vais dire, c'est un Belge qui a été le premier, un botaniste belge qui a été le premier à pouvoir polliniser artificiellement des fleurs de vanillé. C'est le naturaliste Charles Morel, qui vivait au XIXe siècle, qui a été le premier à le faire au Jardin botanique de Liège. Mais ce n'est pas à lui qu'on doit, je dirais, l'extension de la culture de la vanille sous les tropiques. C'est en fait un esclave noir qui s'appelait Edmond Albius, qui a réellement mis au point le procédé de pollinisation artificielle des fleurs du vanillé, De manière à industrielle. obtenir, de manière intensive en tout cas, de Oui. manière à obtenir des gousses de vanille sur toutes les fleurs du plant de vanillé. Alors ce garçon, bien sûr, est encore connu, mais il n'a pas tiré un profit quelconque de sa, je dirais non pas de sa découverte, mais en tout cas de son action. Et il a par contre permis d'enrichir énormément certaines parties du monde. La Réunion, en tout cas, à un moment donné, a été un des principaux producteurs de vanille au monde. Bah, la vanille, dans mon esprit, c'est une épice qui vaut très cher. Alors, c'est une épice qui vaut un certain prix. Pour vous donner une idée, puisque vous me parlez du prix maintenant, une gousse de vanille, quand elle est vendue à l'unité, varie entre 3 et 7 euros la gousse. Mais si vous voulez, par exemple, acheter une belle vanille qui est la vanille de Tahiti, vous montez à peu près à 500 euros le kilo. Donc, ça peut vous situer un petit peu le prix de cette épice. Alors maintenant, une fois que la fleur a été fécondée, elle va donner donc cette gousse, qui au départ est une gousse verte, un petit peu comme un haricot vert, et on va cueillir la gousse avant maturité. Pourquoi? Parce que si on laisse la gousse mûrir sur le plant, à un moment donné, elle va éclater, puisque le but de la nature, c'est de se reproduire. Donc le but, c'est évidemment que les graines qui sont à l'intérieur de la gousse puissent atterrir sur le sol et germer, bien entendu. Donc on va récolter cette gousse avant maturité, et puis on va lui faire subir toute une série d'opérations. Il a d'abord un tri, hein, pour éviter, je dirais, d'utiliser des gousses qui seraient abîmées, et on va d'abord tuer la gousse de vanille. Comment fait-on? Eh bien, on va l'échauder, donc on va tremper ces gousses dans de grands paniers en osier dans une eau à température de 63 degrés environ, de manière à, on va dire, cuire, si je peux employer ce terme-là, cuire la gousse de vanille, en tout cas la tuer. Ensuite, on va la sécher. Et puis, elle va sécher pendant à peu près 6 semaines, de manière à pouvoir ne plus, comment dirais-je, ne plus s'altérer par la suite. Hein, alors, le séchage peut se faire soit dans des fours, soit sur des clés. Et généralement, on va alterner un séchage dans un premier temps qui se fait au four, et puis un séchage, je dirais naturellement, au soleil, sur des clés, mais à l'ombre, hein, de manière à ce que la vanille plus tard révèle toutes ses qualités. Et puis on va la faire maturer, on va la mettre dans des coffres en bois, dans des malles, pendant plusieurs mois, de manière à ce que l'arôme se développe, et ce n'est qu'à cette condition-là que la vanille va véritablement exprimer
son arôme. Si on ne passe pas par toutes ces opérations, hein, d'échaudage, d'étuvage, de séchage, et ensuite de mise dans des coffres en bois, dans des malles, eh bien, la vanille n'a pas le goût de vanille qu'on lui connaît et qu'on recherche évidemment. Et puis après, bien sûr, vous avez le calibrage, hein, qui va bien sûr permettre de vendre par bottillon des gousses qui auront toutes le même aspect, c'est-à-dire la même longueur et la même épaisseur. Et ensuite, on va les conditionner pour la vente. On peut trouver la vanille en botte d'1 kilo, en bottillon de 500 grammes, mais également dans des tubes en verre individualisés. Et alors elle est vendue évidemment beaucoup plus cher. Il me semblait que la vanille, on devait la faire putréfier à un certain moment. Eh bien en fait c'est ça. Hein. Donc la mise en malle c'est en fait une fermentation, je dirais, où va s'affiner, je dirais, l'arôme de la vanille va réellement se révéler. La vanilline va se révéler à ce moment-là. C'est au moment où on va faire cette maturation qui dure plusieurs mois, hein, généralement de 6 à 8 mois. Que l'on va avoir cet arôme de vanille si caractéristique et qu'on recherche. C'est une putréfaction, mais le mot putréfaction n'est pas le bon mot. En fait, c'est une fermentation contrôlée, mais c'est en fait un affinage en réalité. Hein. Ok. Le mot putréfaction n'est pas du tout le mot adéquat pour qualifier cette opération. Alors, en cuisine, est-ce qu'il existe plusieurs qualités de vanille? Ah, bien sûr. Alors, la plus belle qualité, c'est ce qu'on appelle la vanille givrée. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Nous sommes allés un jour ensemble Oui. dans un magasin qui s'appelle l'ISPC. Et là, on vendait des gousses de vanille givrée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la vanille givrée? Eh bien, vous avez une cristallisation en surface de la vanilline de la gousse de vanille. Vous avez une espèce de petit givre fait de petites aiguilles blanches translucides. Et ces petites aiguilles, c'est la vanilline qui s'est cristallisée à la surface. C'est évidemment la vanille la plus belle, la plus chère. C'est extrêmement Euh, odorant. et c'est extrêmement odorant puisque vous avez en surface de la vanille, la vanilline qui s'est cristallisée. Donc ça c'est évidemment la meilleure qualité, la plus chère. C'est un petit peu à la vanille, ce que la fleur de sel Mhm. est au sel pour le sel, disons, des marais salants. Évidemment, c'est la plus belle qualité. Et puis vous avez bon des gousses de vanille tout à fait ordinaires. Et puis selon l'endroit d'où elles viennent. Les gousses peuvent varier, je dirais, du simple au triple. Hein. La vanille de Tahiti est une des plus belles, des meilleures, hein, mais ce n'est évidemment pas la seule. Vous avez la vanille de l'île Bourbon, donc de la Réunion, qui est aussi une très très bonne vanille, mais on cultive également la vanille dans d'autres pays. Et si on regarde un petit peu les provenances de la vanille, ça varie selon les années. On en produit en Chine, on en produit aux Comores, on en produit en Indonésie, on en produit énormément à Madagascar. On en produit également en Ouganda et en République démocratique du Congo. Vous voyez, la vanille, c'est vraiment une plante qui a fait son nid, si je peux dire, quasiment partout dans le monde, en tout cas dans les régions tropicales du monde. Et selon les aléas des récoltes, des tempêtes, du climat, de la demande, eh bien, certaines années, certains pays sont les premiers producteurs et d'autres années, d'autres pays sont à la tête du marché. Il y a eu de gros problèmes il y a quelques années concernant le marché de la vanille. Les cours se sont effondrés. Et il faut reconnaître que la vanille a un grand malheur, c'est qu'on lui a trouvé un substitut qui est la fameuse vanilline. Alors pour vous donner une petite idée, on considère que, bon an, mal an, chaque année on produit à peu près 2500 tonnes de gousses de vanille naturelle. Mais ces 2500 tonnes, qu'est-ce que ça représente en pouvoir aromatique? Alors la vanilline, qui est donc le principal je dirais composé chimique qui donne le goût à la vanille, ben, représente entre 0,75 et 2% du poids total d'une gousse, et on considère que si on extrayait naturellement la vanilline de la vanille naturelle, eh bien on aura à peu près une cinquantaine de tonnes de vanilline d'origine naturelle. Et est-ce que vous savez combien de vanilline on produit artificiellement, Marc? Bon, ça doit être Non. bien plus que ça. Ah, évidemment, on en produit à peu près 12 000 tonnes par an. Donc ça situe un petit peu Là, tu me dis, c'est combien? 2500 tonnes par an? 2500 tonnes de gousse qui Voilà. représentent à peu près 50 tonnes de vanilline Ben, ça naturelle. représente, c'est à peu près le même volume que le marché de l'or mondial. La Ah production ben d'or voilà. physique mondiale, c'est 2500 tonnes à peu près produit par les mines. C'est un des métaux les plus précieux au monde. Pour te donner un ordre de proportion, oui, c'est comme l'or, quoi. La quantité à peu près comme l'or. Maintenant, le prix n'est pas le même, évidemment. Hein.
Alors, vous pouvez évidemment, Marc, me poser la question suivante, mais bon sang de bonsoir, quand on achète de la lessive ou du savon à la vanille, est-ce qu'il y a réellement de la vanille dans le savon? Ben non, évidemment. Pour tout ce qui est, je dirais, usage industriel, parfum, etc., c'est évidemment un succès d'année qui a été utilisé, non pas de la vanille naturelle, malgré les belles fleurs blanches ou jaunes que l'on va dessiner ou peindre sur l'emballage. C'est évidemment de la vanilline artificielle qu'on va utiliser. Alors de quoi est-ce qu'on extrait cette vanilline? Eh bien, au départ, on l'a extraite de résine d'épicéa. Donc c'est un petit peu bizarre, mais il y a des composés aromatiques identiques qui sont vraiment des clones, on va dire, de la molécule de vanilline qui se trouve là-dedans, mais on peut également l'extraire de toute une série de choses, de résidus de papeterie, de la curcumine qui est, je dirais, le principe odorant du curcuma, mais également de la betterave. Donc maintenant on utilise toute une série de produits, je dirais, plus ou moins naturels, desquels on extrait de la vanilline de manière artificielle. Alors, cette molécule de vanilline artificielle est exactement la même que la molécule de vanilline naturelle qu'on trouve dans la vanille, ce qui veut dire que lorsqu'on utilise cette vanilline artificielle dans un produit, eh bien, on peut très bien indiquer que c'est un arôme identique à la vanille naturelle, puisque la molécule est exactement la même, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit artificielle. Elle a vraiment, vraiment la même structure chimique. La seule différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la vanille naturelle est beaucoup plus complexe d'un point de vue aromatique et que la vanilline n'est jamais qu'un des composants de l'arôme de la vanille naturelle, bien entendu. Alors, la gousse de vanille, j'imagine c'est le meilleur ingrédient qu'on puisse utiliser en pâtisserie pour donner un goût de vanille. Quelle est la meilleure façon de l'utiliser? Ah, il y a plusieurs façons et je vais d'abord vous expliquer comment on peut trouver cette vanille. Nous allons partir du principe de la vanille naturelle. Il y a tout d'abord la vanille, comme je l'ai dit, la vanille givrée, qui est une gousse de vanille entière avec la vanilline recristallisée en surface. Et puis vous avez la vanille traditionnelle qui se présente sous forme d'une gousse brune ou noire. Généralement, en tout cas, elle devrait être très souple puisqu'on considère qu'une bonne gousse de vanille doit pouvoir s'enrouler autour du doigt de manière très souple. Si vous avez une gousse de vanille qui est séchée, qui est durcie, elle n'est plus de très bonne qualité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter, et j'en reparlerai par la suite. Et puis, vous avez les extraits de vanille, soit, je dirais, sous forme liquide, naturelle, et vous avez également la vanille moulue, qui est une vanille à ce moment-là qui a été séchée et qui est mixée en poudre et qui s'utilise, je dirais, tout aussi facilement. Maintenant que tu en parles, dans certains ingrédients, par exemple la crème glacée, je vois vanille épuisée. Ah, ça c'est une très Com- très bonne question. Comment est-ce qu'on Alors, épuise la vanille? comment on épuise la vanille? Eh bien, j'ai effectivement remarqué également ce genre d'appellation sur des pots de yaourt. En fait, la vanille épuisée, c'est la partie ligneuse de la vanille. Donc, lorsqu'on utilise une gousse de vanille, on la fend en deux dans l'épaisseur. Avec une lame de couteau, on va récupérer les graines qui sont à l'intérieur. Et puis, il va vous rester, je dirais, la gaine de la gousse noire ou brune de la vanille. Et alors, cette gousse, on peut l'utiliser soit en la faisant sécher et puis en la mixant, et c'est ce qu'on appelle de la vanille épuisée. C'est donc la gousse de vanille, mais uniquement sa partie externe. C'est ça la vanille épuisée. Ah, donc les petits points noirs qui sont dans le yaourt ou dans la glace, c'est pas des petits points noirs de graines de C'est pas les vanille. petits points noirs des graisses, c'est de la gousse de vanille extérieure, si je peux dire, qui a été mixée, qui a été pulvérisée, et qui donne également du goût, attention, mais qui n'a pas la finesse et la qualité de l'intérieur de la gousse de vanille. Alors, il me semble qu'il est intéressant de vous expliquer également quels sont les usages d'un point de vue quantitatif. Alors, une gousse de vanille, je dirais commune, généralement on considère qu'il faut l'utiliser pour 1 litre de liquide. On pourrait n'en mettre qu'une demi, bien entendu. Lorsqu'on a affaire à une vanille de qualité, de grande qualité, qui est très 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 parfumée et qui est éventuellement très coûteuse, parce que quand on paye 7 euros ou 8 euros la gousse de vanille, on ne peut pas non plus en mettre une par litre. À ce moment-là, on considère qu'un quart ou un tiers de gousse est suffisant pour aromatiser 1 litre de composition. Et j'en reparlerai dans la recette que je vais donner tout à l'heure, qui est la crème anglaise, mais je vais déjà donner une petite information maintenant. Moi, je préconise qu'on utilise en fait que l'intérieur de la gousse de vanille. À savoir que vous allez donc fendre la gousse de vanille dans son épaisseur, puisque comme elle est plate, il suffit qu'un couteau bien effilé de la fendre en deux sur toute la longueur. On a donc à ce moment-là 2 demi-gousses
qui vont se présenter ouvertes un petit peu comme si vous coupiez une banane en deux, et puis avec la pointe du couteau, vous allez gratter l'intérieur de manière à récupérer les petits grains noirs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la gaine? Certaines recettes vont vous dire, il suffit de la mettre dans le lait, de la faire infuser, faire bouillir, laisser infuser, et ça va donner son goût. Évidemment, après, la tendance est de jeter cette gaine. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut utiliser l'intérieur pour aromatiser le lait, et puis vous coupez la gaine en 4 ou 5 morceaux, donc ils vont faire à peu près 4 ou 5 centimètres de long, et dans un petit pot qui ferme hermétiquement, vous mettez du sucre cristallisé, du sucre cristallisé numéro 1 par exemple, pas du sucre cristallisé fin, et vous mettez vos morceaux de gaine de gousse de vanille dans ce sucre que vous immergez complètement. Et chaque fois que vous utilisez une gousse de vanille, vous faites la même chose. Alors après un petit temps, vous allez avoir du sucre qui va être naturellement parfumé à la vanille. Et vous pouvez augmenter encore le pouvoir aromatique de ce sucre en mixant. Alors la proportion n'est pas compliquée. Vous retirez vos gousses de vanille séchées, vous les pesez. Généralement, les balances actuelles pèsent au gramme ou par 2 grammes. Donc si vous n'avez que une vingtaine de grammes, il n'y a pas de problème pour peser. Et puis, vous considérez de 4 à 5 fois le même poids en sucre que vous récupérez donc dans ce sucre que vous avez déjà aromatisé, et vous mixez le tout. Alors, comment fait-on pour mixer ce sucre vanillé naturellement? Eh bien, on utilise soit un moulin à café, soit un petit moulin à épices, soit un petit mixeur. Je déconseille le moulin à café dans lequel vous auriez déjà moulu énormément de café, étant donné qu'il est imbibé par le goût du café. Mais un petit mixeur, un petit blender peut très très bien convenir. Et puis vous gardez à ce moment-là ce mélange de sucre vanillé naturellement pour toutes vos préparations. Ça peut marcher aussi si on rajoute quelques gouttes d'extrait de vanille. Alors, moi, je n'ajouterai pas des gouttes d'extrait de vanille. Par contre, j'ajouterai à ce moment-là, si vous voulez vraiment corser, mais on sort un petit peu du naturel strictement considéré, à ce moment-là, j'ajouterai carrément de la vanilline achetée pour elle-même. Vous remettriez, par exemple, à ce moment-là, une toute petite cuillerée à café, parce qu'elle est extrêmement puissante, la vanilline. Ça se vend en poudre? Ça se vend en poudre, ça se vend, bon, évidemment, les professionnels vont acheter ce produit par kilo. Alors, je peux vous dire, pour en avoir acheté 2 fois dans ma vie, avec 1 kilo de vanilline, vous allez des années. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un ami ou une amie avec qui vous pouvez, ou même plusieurs, avec qui vous pouvez partager l'achat. Ça ne coûte pas très cher, finalement, la vanilline, de synthèse. C'est de l'ordre d'une bonne dizaine d'euros le kilo. Bon, ça dépend évidemment où on l'achète. Donc si on peut se partager le kilo en 4 ou 5 personnes, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien, si vous avez 100 grammes de sucre vanillé naturellement, rajouter une petite cuillère à café de vanilline pure dedans et mélanger le tout. Et vous aurez à ce moment-là à la fois un mélange qui contiendra de la vanilline de synthèse, mais également l'arôme naturel de vanille. Et les deux vont très très bien se compléter. Mais pour les puristes, évidemment, c'est un non-sens de mélanger de la vanilline de synthèse et de la vanille naturelle, et les vrais amateurs de vanille vont se contenter de n'utiliser que des gousses de vanille, bien entendu. Oui, j'ai suivi ton conseil, c'est ce que tu m'as dit un jour. Ça prend quand même un peu de temps avant que ton sucre prenne bien le... Ah oui, il faut du temps, et puis il faut quand même qu'il y ait quand même suffisamment de gousse, parce que mettre une gousse de vanille dans 1 kilo de sucre, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est la raison pour laquelle je disais, il faut mettre une bonne centaine de grammes de sucre dans un bocal qui ferme hermétiquement, genre bocal à confiture avec un couvercle à visser, ou éventuellement un petit bocal en verre à conserve. Et puis, il faut avoir, je dirais, 15-20 gousses de vanille dedans pour avoir un résultat. Donc, il faut avoir fait, à ce moment-là, déjà 10 ou 15 litres de crème pâtissière ou de crème anglaise pour avoir suffisamment donc de vanille dans le sucre. Oui, mais on peut faire du sucre vanillé avec juste de la vanilline, ce serait quoi les proportions? Ah, eh bien les proportions, c'est à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à café de vanilline de synthèse pour de nouveau une bonne centaine de grammes de sucre. Donc vraiment, on en met relativement peu. Et puis après, ce sucre vanilliné là, on doit l'utiliser avec également beaucoup de parcimonie. Il n'est pas question de l'utiliser que ça pour sucrer une préparation. Il faut prendre de nouveau une petite cuillerée à café de ce mélange, donc de vanilline diluée, pour 1 litre de lait. Donc il faut vraiment être très prudent. Et si vous mettiez, c'était les recommandations que j'avais quand je donnais cours ou bien quand je recevais moi-même mes cours, si vous voulez aromatiser directement une préparation à partir de vanilline pure, on en prend l'équivalent,
je dirais, d'une petite pointe de couteau. Donc on prend un couteau pointu qu'on introduit dans le paquet et on en ressort une petite pointe de quelques millimètres. Donc vraiment, on en met très 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 peu. La vanilline a le gros désavantage, c'est que si on en met trop, eh bien c'est amer. Donc ça ne sert à rien de vouloir l'utiliser à Ouais, en fait, outrance. Hein. c'est ça, la vanille développe son goût uniquement quand elle est sucrée. Pas spécialement, puisqu'on peut très bien utiliser la vanille ou la vanilline dans des préparations salées, hein, donc où il n'y a Ah, absolument pas de sucre. comme? Non, des sauces poissons, par exemple, il y a des sauces poissons qui sont des sauces crème généralement, qui sont des sauces à la vanille. Mais vous avez pour le porc, par exemple, hein, pour une variété de recettes un petit peu exotiques comme ça, du porc laqué à la vanille avec une sauce caramélisée, par exemple. Hein. Hmm. Et ça pourrait être très très bon de donner un jour cette recette-là sur le podcast également. Hein, donc la vanille peut très bien s'utiliser aussi bien dans des préparations de viande que de poisson, mais ça reste un peu marginal évidemment. Hein. On va pas mettre de la vanille dans une béarnaise par exemple, ça n'aurait pas beaucoup de sens, ou dans une sauce aux champignons, ça n'aurait pas beaucoup de sens non plus. Enfin bon, voilà. Alors, quelle est la recette ou l'application que tu voulais nous donner aujourd'hui pour la Eh bien vanille? aujourd'hui nous allons voir en recette la crème anglaise, c'est une des bases de la pâtisserie, je dirais française aujourd'hui. Crème anglaise qu'en Angleterre on n'appelle pas crème nationale, hein. Ici Non, tout à fait. on appelle ça custard. Oui, mais la custard, c'est encore un tout petit peu différent de la véritable crème anglaise, Oui, qui est beaucoup plus épaisse ici, en qui est plus Angleterre. épaisse, voilà. Oui. Et qu'on peut manger chaude, alors que, je dirais, sur le continent, généralement, on mange la crème anglaise froide. Mais elle se prépare à chaud. Mais elle se prépare à chaud. Donc tu vas nous donner maintenant la recette de la crème anglaise. Et dans les bonus, on va voir deux applications qui sont la crème glacée et le bavarois à la vanille sans gélatine. Tout à fait. Pourquoi on appelle ça crème anglaise au fait? Toi qui habites en Angleterre, tu pourrais te poser la question et te dire, mais tiens, finalement, on n'appelle pas ça crème anglaise. Tu sais, c'est un peu comme pour le pain. Hein. Un Français n'appellera pas comme en Belgique le pain français un pain ovale. Donc, quand on est dans le pays, on ne voit pas les choses de la même manière. Alors, trêve de plaisanterie, en fait, on pense que c'est Antonin Carême, qui est un cuisinier pâtissier français, qui est né au XVIIIe siècle et est mort au début du XIXe, qui à un moment donné de son existence a travaillé en Angleterre à la cour du régent, qui deviendra le futur Georges IV, et qu'il a appelé cette crème anglaise, puisqu'il travaillait en Angleterre, et un petit peu pour donner, finalement, pour rendre honneur, pour rendre hommage à son employeur de l'époque. Alors, la crème anglaise, c'est assez difficile, c'est une préparation difficile Je à dirais que c'est réaliser. plutôt le mot difficile pour un professionnel n'a pas beaucoup de sens, mais je pourrais quand même dire que c'est une préparation technique. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à toute une série de paramètres et elle n'est pas plus difficile à réaliser qu'une autre, mais elle peut rater assez facilement si on n'est pas prudent. Donc je vais vous expliquer, je dirais pas à pas comment réaliser une crème anglaise sans problème, ou en tout cas en évitant les problèmes lorsqu'ils se présentent. Alors, de quoi est-ce que une crème anglaise est composée? Eh bien, essentiellement, un liquide, du lait. Ça peut être du lait, bon, bien sûr, du lait entier, mais ça peut être également un mélange de lait et de crème. On pourrait monter à une composition de 50-50 au maximum. La crème est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est la matière grasse qui va fixer les arômes, et dans ce cas-ci, l'arôme de vanille. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une crème anglaise au lait entier, voire même à l'enrichir de crème fraîche. Il y a également des jaunes d'œufs, il y a du sucre et il y a de la vanille. Alors, je dois vous expliquer tout d'abord qu'il y a deux grandes sortes de crème anglaise quand on la réalise. Il y a la crème anglaise utilisable telle qu'elle, et il y a la crème anglaise, je dirais, concentrée. Et je vais vous donner ici la recette de la crème anglaise concentrée, puisqu'elle va nous permettre ultérieurement de réaliser toute une série de recettes des bavarois et aussi de la crème glacée. Pour un litre de lait, ou un mélange de lait et de crème, donc éventuellement moitié-moitié, nous avons besoin de 16 jaunes d'œufs, nous avons besoin de 500 grammes de sucre et nous avons besoin d'une gousse de vanille. Alors vous allez aussi me demander, Marc, si on peut éventuellement diminuer cette quantité de sucre. Oui, on peut diminuer la quantité de sucre. On pourrait descendre jusqu'à 300 grammes. Et c'est vrai que maintenant, on utilise quand même moins de sucre qu'à une certaine époque. Donc la proportion habituelle ou usuelle ou normale, c'est 500 grammes, mais on peut descendre à 300 grammes, en tout cas selon l'usage ultérieur qu'on en fait. Est-ce qu'on peut éventuellement remplacer une partie du sucre par autre chose? Ben oui, bien entendu. On peut remplacer une partie du sucre par soit un substitut de type Canderel, donc en poudre. On peut également remplacer par un substitut liquide, et là, on se réfère à ce moment-là
aux indications du fabricant. Et généralement, il y a un tout petit gobelet gradué, quelques centimètres cubes de ce concentré sucré équivalent à X grammes de sucre. Donc, on remplace une partie du sucre par ce concentré liquide. Et on peut également utiliser un sucre, je dirais, de l'agroalimentaire, qui est le tagatose, qui a le grand pouvoir, c'est de ne pas faire augmenter l'index glycémique pour les personnes diabétiques. Donc on peut très bien réaliser une crème anglaise allégée en sucre sans aucun souci, sans aucun problème. Néanmoins, il faut quand même garder un petit peu de sucre normal pour effectuer l'opération qu'on appelle le blanchiment ou le blanchissement des jaunes d'œufs. Alors comment va-t-on faire? D'abord, on prépare tous ces ingrédients. De quel récipient a-t-on besoin? On a besoin d'un récipient à fond d'épaisseur moyenne. Si le fond était trop mince, la crème anglaise risque de brûler. Et si le fond est trop épais, il y a une inertie trop grande. Tu parles de la casserole, là. Je parle de la casserole au moment où on veut arrêter la cuisson. Donc il faut un récipient, je dirais, à fond, standard, normal. Éventuellement un récipient garni d'une surface, d'une substance incollable de type téflon. Qu'est-ce qu'on a également besoin? On a besoin d'un autre récipient que l'on remplira d'eau froide pour pouvoir stopper la cuisson de la crème anglaise, je dirais quasiment instantanément. Et on a besoin, éventuellement, mais ça c'est facultatif, d'un thermomètre de cuisson pour vérifier la température de cuisson de la crème anglaise. Maintenant, un professionnel ne l'utilise pas et je dirais qu'on a fait de la crème anglaise pendant des générations sans avoir de thermomètre et ça ne posait pas de problème. La première opération, eh bien, elle va consister à peser tous les ingrédients. Donc, on va clarifier les œufs. Ça veut dire qu'on va séparer le blanc des jaunes. On va mettre ces œufs, donc les blancs d'un côté, les jaunes d'œufs dans un saladier. On va peser le sucre. On va mesurer le lait. Donc, je rappelle que le lait, on peut mettre une partie de crème dans le lait. On va prévoir donc 1 litre de lait. On va mettre ce lait dans le récipient de cuisson. Et on va peser le sucre. Alors, le sucre, si vous avez 500 grammes de sucre à ajouter à 16 jaunes d'œufs, c'est quasiment mission impossible. Vous n'arriverez pas à mélanger correctement le sucre et les jaunes d'œufs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va verser à peu près 2/3 du sucre dans le lait, de manière à le faire fondre dans le lait et l'y faire dissoudre. Et on va garder à peu près 1/3 du sucre. On fait ça à l'œil, on ne doit pas peser. Ce qu'on va ajouter sur les jaunes d'œufs. Et dès qu'on a mis le sucre sur les jaunes d'œufs, on doit absolument mélanger immédiatement, sinon il se passe un phénomène de cuisson chimique du sucre sur les jaunes d'œufs et on risque d'avoir des petits points disgracieux dans sa préparation. Donc on est obligé de mélanger. Alors si on veut s'aider un petit peu au niveau du mélange, on prélève 2-3 cuillerées de lait que l'on va directement ajouter aux jaunes d'œufs. Ça va les assouplir, ça va les fluidifier un petit peu et on aura bien sûr beaucoup plus facile pour ajouter le sucre par la suite. Alors la vanille, vous allez me dire quand est-ce qu'on la met. Bon, si on prend de la vanille naturelle, comme je l'ai rappelé dans la première partie de l'émission, on fend la gousse en deux et avec un couteau, on gratte précieusement toutes les petites graines que l'on va mettre donc dans le lait. Et on gardera donc les gousses, la gaine, la partie extérieure de la vanille pour un usage, comme je l'ai dit, en vue d'en faire du sucre vanillé naturellement. Autre point important, on ne va pas mélanger trop les jaunes d'œufs et le sucre. Dans beaucoup de recettes, on voit qu'il faut blanchir les jaunes d'œufs, qu'il faut les travailler énergiquement jusqu'à ce qu'ils deviennent bien blancs, etc., jusqu'à ce qu'ils forment un ruban. Alors un ruban, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsqu'on prend le fouet et qu'on va laisser couler la matière qu'on a accumulée dans le fouet, ça va s'écouler sous forme de ruban. Eh bien, c'est une très très grosse erreur que de vouloir travailler beaucoup trop les jaunes d'œufs et le sucre, parce que en ce faisant, quand vous blanchissez les jaunes d'œufs et le sucre, vous incorporez de l'air. Et le fait d'avoir incorporé beaucoup d'air va par la suite être préjudiciable lors de la cuisson parce que vous allez avoir une mousse qui va se former au-dessus du lait et vous n'allez plus être capable de pouvoir juger du beau degré de cuisson de la crème anglaise. Donc, dès que le sucre et les jaunes d'œufs sont mélangés intimement, on arrête et on évite de fouetter. Ça, c'est vraiment, je dirais, la recommandation que je peux faire à ce stade de la recette. D'autre part, pour éviter que le sucre ne risque de coller dans l'ustensile, eh bien, on va mélanger également à la spatule le sucre et le lait, de manière à ce que le sucre soit bien dissous dans le lait. Et on amène le lait à ébullition. Alors, il y a une possibilité, c'est de laisser éventuellement la vanille infuser dans le lait pendant une dizaine de minutes. Ce n'est pas une obligation quand on ne met que des graines et ce n'est évidemment pas une obligation quand on met un extrait liquide de vanille puisque le fait de laisser infuser ne va absolument rien changer. On ne fait infuser que si
on a mis une gousse de vanille simplement fendue en deux et qu'on sacrifie la gousse par la suite. Or, ce n'est pas ce que je vous ai recommandé de faire, vous l'avez entendu. Une fois que le lait est arrivé à ébullition, il faut l'incorporer au mélange de jaune d'œuf et de sucre. Et là, il faut être très prudent. Il ne s'agit pas, bien sûr, de verser certainement pas le mélange de jaune d'œuf et de sucre dans le lait. Vous risqueriez de coaguler le tout et d'avoir une omelette. Et il ne faut pas non plus verser en une fois le mélange de lait et de sucre sur les jaunes sans aucune précaution. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une toute petite louche qu'on appelle généralement un pochon, et on verse quelques cuillerées de ce lait bouillant sur le mélange des jaunes de sucre tout en travaillant ce mélange de manière à incorporer graduellement ce lait bien chaud au jaune d'œuf et à faire monter progressivement la température de la composition. Quand tu dis en travaillant, c'est-à-dire? C'est-à-dire en mélangeant légèrement au fouet de manière à incorporer le lait bouillant au jaune d'œuf et au sucre. Mais sans fouetter, simplement en mélangeant. Donc on met des louches de lait bouillant dans le Oui, récipient. mais on y va vraiment avec précaution et on y va par fin filet, surtout au début. Alors lorsque vous avez détendu la composition et que les jaunes d'œufs, le sucre et le lait ne forment plus qu'un, après quelques cuillerées, là vous pouvez y aller par louche entière sans aucun problème. Et vous devez mettre comme ça au moins l'équivalent d'un tiers à la moitié du lait sur les jaunes d'œufs avant d'ajouter finalement tout le restant. Donc vous ajoutez à ce moment-là, lorsque c'est fait, le restant de votre lait sur votre composition, et puis vous reversez dans l'ustensile de cuisson le mélange jaune d'œuf, sucre et lait en vue de la cuisson. Alors, je dis vous le reversez à une seule condition, c'est que votre récipient dans lequel vous avez fait bouillir votre lait n'ait pas de traces où le lait aurait pu coller. Sinon, vous êtes certain que votre crème anglaise, par la suite, va coller également, ce qui n'est bien entendu pas ce que vous recherchez. Et donc, on peut également à ce moment-là dire je reprends un deuxième récipient, neuf si je peux dire, pour effectuer la cuisson de ma crème anglaise, si jamais le lait avait commencé à coller donc dans le fond du récipient. Alors, c'est un risque que vous aurez moins si vous utilisez un mélange de lait et de crème. Pourquoi? Parce que la matière grasse empêche le lait de coller. Généralement, un lait qui attache, c'est un lait qui est écrémé, un lait qui contient très peu de matière grasse. Plus il y aura de matière grasse dans le lait, moins le lait risque de coller en principe. Alors c'est maintenant toute l'astuce, toute la subtilité de la cuisson de la crème anglaise, c'est qu'il faut opérer une coagulation des jaunes d'œufs sans qu'il n'y ait réellement une surcuisson. Alors, un chiffre que vous devez avoir en tête, c'est que les jaunes d'œufs coagulent à une température de 84-85 degrés. Il faut donc cuire la crème anglaise juste en deçà de cette température-là. Ce qui veut dire maximum 83 degrés, et je dirais même que 82 degrés est la norme qu'on devrait retenir. Pourquoi? Parce que le temps de retirer sa casserole du feu et de la plonger dans un récipient d'eau froide, il y a l'effet d'inertie du récipient, donc 1 degré est vite atteint. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met sa casserole sur un feu moyen, ni trop violent, ni trop doux. S'il était trop fort, vous risquez de faire brûler la composition, surtout dans les angles. S'il est trop doux, ça va vous prendre un temps fou pour faire votre cuisson. Donc, on va dire un feu moyen. On évite, si on a un feu au gaz, un contact direct avec la flamme dans les angles de l'ustensile. On met à ce moment-là éventuellement une plaque de diffusion pour éviter d'avoir un contact trop violent entre la flamme et le fond du récipient. Et on va mélanger progressivement, continuellement la spatule, en passant la spatule en bois dans les angles du récipient et surtout le fond de la casserole, de manière à empêcher qu'à certains endroits, la préparation ne puisse attacher. Et ça va vous prendre entre 5 et 10 minutes selon la quantité que vous réalisez et selon l'intensité du feu que vous avez mise en dessous de votre récipient. Donc on mélange constamment, et de temps en temps, on relève la spatule en bois qui sert à mélanger et on voit comment la crème se comporte. Alors bien souvent, lorsqu'on arrive, je dirais tout près de la bonne température, on passe le doigt sur la spatule en bois et on voit, en fonction de la manière dont la crème va couler, si elle a atteint la bonne température. Donc à 82 degrés, si on a un thermomètre, on arrête la cuisson en plongeant immédiatement la casserole, le récipient, dans un petit bac avec de l'eau froide, tout en continuant à mélanger d'ailleurs. Et on continue à mélanger une fois toutes les 2-3 minutes jusqu'à ce que la crème anglaise, je dirais, soit à température ambiante. Et quand est-ce qu'on voit que c'est terminé? Alors bon, donc on juge du degré de cuisson quand la crème anglaise est nappante.
Donc lorsque, au moment où vous faites votre trace de doigt sur la spatule, vous voyez que la crème qui s'y trouve encore nappe bien la spatule, qu'elle est bien brillante, eh bien votre crème anglaise est suffisamment cuite. Ou bien, comme je disais, au thermomètre à 82 ou 83 degrés, là on est sûr qu'elle est cuite à point et on l'enlève. Alors si vous poursuivez la cuisson, et que vous faites par exemple bouillir votre crème anglaise, elle va coaguler. Et là vous allez avoir, je dirais, des particules de jaune d'œuf dur, en suspension dans un liquide, je dirais vaguement translucide et jaunâtre, qui est le lait. Alors, on ne panique pas et on ne jette pas la crème anglaise. Qu'est-ce qu'on fait? La technique moderne nous a donné le mixeur plongeur, c'est votre passe-potage électrique ou bien éventuellement un mixeur bocal, et vous donnez un coup de mixeur dans votre crème anglaise et ça permet de la rattraper. Avec une seule nuance, c'est que la crème anglaise qui est rattrapée n'aura plus jamais l'onctuosité d'une crème anglaise qui n'a pas été ratée, ça il faut le savoir. Elle est toujours utilisable, mais elle n'a plus la même consistance, elle n'a plus la même épaisseur, la même onctuosité qu'une crème anglaise qui n'a pas été brûlée. Alors une fois que votre crème anglaise a été refroidie, bon ça prend, je vais dire généralement, entre 20 et 30 minutes, le temps de changer l'eau du bain-marie froid. Vous la mettez dans un récipient qui ferme hermétiquement et vous la mettez au frigo de manière, ça c'est vraiment l'idéal, à maturer pendant au minimum une nuit. Donc de l'après-midi jusqu'au lendemain matin par exemple, c'est l'idéal, c'est de faire maturer sa crème anglaise. Alors pourquoi? Eh bien, parce que la maturation de la crème anglaise va encore lui donner de l'onctuosité d'une part et va d'autre part révéler encore davantage des arômes que vous y aurez mis dans le cas de la vanille ou de tout autre arôme d'ailleurs. On va augmenter les arômes et on va augmenter l'onctuosité de la crème anglaise en la faisant maturer pendant au minimum une douzaine d'heures. Maintenant, si on n'a pas le temps, on peut l'utiliser tout de suite, mais ce n'est pas conseillé. Donc là, ce que tu nous as donné comme recette, c'est la concentrée. Ça, c'est la crème anglaise concentrée. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai donné cette recette-là? Parce que bon, je vais vous expliquer quelques recettes par la suite où on utilise cette crème anglaise concentrée comme base. Et si vous vouliez utiliser, je dirais, la crème anglaise comme sauce d'accompagnement de quelque chose, eh bien, il suffit de rajouter soit pour 1 litre de lait, 1 litre de crème, soit pour 1 litre de lait, 1 demi-litre de crème, 1 demi-litre de lait, bien entendu pasteurisé, pas de la crème crue, soit éventuellement 1 litre de lait seul, si vous voulez par exemple turbiner cette crème anglaise pour en faire une crème glacée par exemple. Bien entendu, moi j'ai donné la recette pour 1 litre de lait au départ, mais on peut très bien réaliser 1 demi-litre de lait au départ avec 8 jaunes d'œufs, il n'y a aucun problème à ça c'est clair. Alors justement, on va utiliser cette préparation pour 2 recettes que tu vas nous donner dans les bonus. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous avons l'émission principale, et puis si vous allez voir sur le site internet parlercuisine.com, vous pouvez aller consulter les bonus. Vous pouvez aller les télécharger. Ils sont pas sur le fil principal du podcast, donc vous les trouverez pas sur iTunes, vous les trouverez uniquement sur le site internet parlercuisine.com. Si vous êtes membre, vous avez liké la page Facebook où normalement on poste un lien là-dessus aussi, vous pouvez très bien aller les consulter là. Et donc, on va utiliser cette préparation pour la crème vanille, la crème bavarois. La crème glacée. Donc, si vous avez la crème glacée vanille et pour le bavarois, effectivement. La crème glacée vanille, c'est celle qui est la plus vendue dans le monde. Ça, on la sert avec tout. Mais également des crèmes glacées aux fruits, Oui, bien sûr. Et puis le bavarois sans gélatine. Donc, merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui, pour cette émission. Merci Guy pour tous ces renseignements sur la vanille. Et on se dit à bientôt. Eh bien, à bientôt et à la suite des opérations. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le podcast Parler Cuisine, épisode numéro 4. On se retrouve sur le site internet pour les bonus.